Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vérité. Je suis Ombeline Becker. J'accompagne depuis plus de 10 ans des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à s'aligner au service de plus grands. L'intention de ce podcast est d'élever les consciences et de montrer l'entrepreneuriat comme une nouvelle façon d'incarner son leadership spirituel. Les entrepreneurs que j'invite dans ce podcast sont au service de plus grands, sont engagés au service de valeurs profondes, comme la contribution, la conscience, l'amour, l'intégrité, le partage, la solidarité, l'écologie. Au cours de ces conversations, ils expriment ce chemin de l'entrepreneuriat de l'intérieur pour déconstruire les idées reçues et changer un peu ce discours qui nous fait croire que l'entrepreneuriat est le nouveau Graal, que les entrepreneurs sont simplement en recherche de plus d'argent. Dans ce podcast, ce n'est pas ce que vous entendrez. Aujourd'hui, j'accueille Julien Musy, qui, pour ne pas faire exception à la règle, viendra nous parler en vérité de ce qui se cache derrière le business et plus particulièrement derrière l'argent du business. Julien a un parcours très inspirant, il va nous en parler. Il est connu comme un des pionniers du business en ligne, de l'infoprenariat. Il devient millionnaire avant l'âge de 30 ans. Et ces dernières années, il vit une perte de sens. Cet épisode est un shoot de vérité. Encore plus peut-être que les précédents. Julien raconte autant ce qui le mène à cette réussite financière qu'à la perte de sens. Il raconte comment il passe du tennis en championnat de France junior à l'infoprenariat, en passant par la pâtisserie au Japon. Quelle réelle motivation l'a poussé à devenir multimillionnaire? Comment, à partir de 2022, il vit une déconnexion et un décalage avec le message de son entreprise? Pourquoi il fait un rejet de son entreprise? Vous entendrez ces différentes étapes de conscience sur son parcours qui le mettent aujourd'hui sur le chemin de son véritable pourquoi. Je vous souhaite une magnifique écoute et je vous retrouve à la fin. Bonjour Julien, bienvenue dans le podcast Vérité. Salut Ombeline, merci pour l'invitation. Et merci de ta présence aujourd'hui. Ça me tenait à cœur qu'on crée cet espace ensemble parce que j'ai très hâte d'en savoir plus sur ces différents niveaux de conscience que tu as passés ces derniers temps. Okay. Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu te situes en ce moment pour simplement qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement? Ok, je suis dans mon bureau qui est aussi le sous-sol de ma maison et j'ai un bureau debout, donc j'ai la chance d'être debout tout en étant à mon bureau. Ok, et tu veux nous dire géographiquement où est-ce que tu te situes? En Suisse. En Suisse. Où ça en Suisse? Dis-nous. Allez, 20 minutes de Genève. Ok. Ah, tu sais que je connais bien, moi. Ah ouais? Ouais. Ok. Non, je savais pas. J'ai vécu à Morges et vers le Mont Pèlerin. Et mon fils est né à Vevey. Ah, ok, tu connais sûrement mieux que moi parce que moi j'y suis depuis 6 mois et comme je sors pas beaucoup de chez moi, je connais pas beaucoup la Suisse. Donc on va dire que tu es entre Genève et Lausanne? Ouais, exactement. Okay. Je suis à Comigny, je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. Ouais. Bon, bah voilà. Ok. Bon, et puis pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux, tu vois, une question un peu classique, ça serait quoi on va dire l'essentiel ou les grandes étapes de ton parcours? Alors, avec toi, j'ai pas envie d'utiliser ce mot parcours, j'ai plutôt envie de parler d'étapes de conscience. Yes. Ok. Bah alors, dans les grandes étapes de conscience, disons que j'ai eu la sensation d'avoir une enfance vraiment cool, vraiment joyeuse. J'ai des très bons souvenirs de mon enfance. Même si j'ai eu une famille assez atypique, dans le sens où j'ai jamais vu mon père, je
jusqu'à mes 8 ans avec mes grands-parents et ma maman. On vivait dans la même maison, mais ça m'apportait un bel équilibre ça m'apportait un bel équilibre. J'ai beaucoup aimé cette enfance. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé le tennis, qui à la base pour moi était un jeu. Et au fur et à mesure, c'est devenu presque un métier assez jeune, puisque je suis parti, à l'âge de 9 ans, 10 ans, je commence déjà à gagner des tournois nationaux. Et à l'âge de 12 ans, je pars en internat, dans lequel je rentre un week-end par mois chez moi. Donc, à 12 ans, c'est tôt, mais c'était vraiment mon souhait, parce que pour moi, c'était la manière de vivre mon rêve, en fait, de vivre mon rêve, de vivre une aventure exceptionnelle, parce que j'allais pas à l'école, il y avait des profs qui venaient de 8h à 10h, et derrière on jouait au tennis de 10h15 à 19h, avec une pause à d'une heure le midi pour manger. Donc énormément d'entraînement, dur physiquement, dur mentalement, mais je pense que quand c'est un choix et quand ça vient de toi et que c'est intrinsèque, c'est toujours plus facile, même si de l'extérieur ça peut paraître dur. Donc là-bas, je vis 2 années extraordinaires dans lesquelles ce que j'en retire surtout, c'est la vie avec les copains là-bas, parce que j'ai toujours eu du mal à avoir des amis dans un monde on va dire normal et normé. Et le sport de haut niveau, c'est l'endroit où j'ai pas l'impression d'être bizarre et où j'ai vraiment des amis, et j'ai des gens qui pensent comme moi. Parce que quand j'arrive au collège à 11 ans et que je suis pas encore en sport-études, franchement, j'arrive pas à m'intégrer, parce que je sais même pas d'ailleurs si j'ai envie de m'intégrer vraiment. Les jeunes m'intéressent pas forcément, les autres m'intéressent pas forcément. Je les trouve un peu chiants, peu d'ambition. Je les trouve étriqués dans leur vision des choses. Et le sport de haut niveau me permet. Passif. Ouais, passif, carrément, exactement. Et le sport de haut niveau, du coup, d'avoir cet environnement-là, c'est quand même un peu aussi une guérison en vrai, autour du fait que je peux avoir des copains et je suis pas si bizarre que ça. J'ai la chance de beaucoup voyager aussi pendant ces 3 années en internat. Je voyage beaucoup. Bref, c'est vraiment 3 années incroyables. La 3e année, je fais une mauvaise saison. Je perds 2-3 matchs que je devrais jamais perdre, sur des matchs vraiment clés. J'ai des balles de match en finale de championnat de France, je passe à côté alors que je dois gagner. Bref, 2-3 matchs que je dois pas perdre, que je finis par perdre, et qui font que je suis pas pris à l'INSEP l'année de mes 16 ans. L'INSEP, c'est le Centre national d'entraînement. C'est le Centre national d'entraînement. J'y étais de mes 12 ans à mes 15 ans dans le Pôle France, mais pas dans le centre d'entraînement. Donc ça marque clairement un tournant dans ma vie, puisque je me retrouve à retourner vivre seul avec ma mère. Ma mère déménage à Paris pour que j'ai un cadre d'entraînement qui me permette de continuer à avoir de quoi m'entraîner, et voilà, de quoi m'entraîner. Et la petite ville du Nord dans laquelle on vivait permet pas ça. Sauf que elle arrive dans une nouvelle ville. On avait cet équilibre avec mes grands-parents qu'on n'a plus, et je me retrouve seul avec elle. Et un truc que j'avais pas capté, c'est que les dernières années, elle est devenue alcoolique. Donc je me retrouve seul à vivre avec ma maman qui est devenue alcoolique. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui marquera vraiment un tournant dans ma vie, puisque je vais m'entraîner, mais petit à petit, au fur et à mesure des jours, je comprends que je veux rentrer le plus tard possible chez moi. Donc je m'entraîne de plus en plus dur, et je cherche à rentrer le plus tard chez moi pour pas vivre ce temps avec ma mère où je la vois dans un état qui me rend profondément triste, qui me fait souffrir. Et donc cette colère, cette rage, cette tristesse, je la mets sur le cours de tennis, ce qui me permet de faire 6 mois assez incroyables, puisque du coup j'ai plus qu'un objectif, c'est de m'entraîner. Je gagne tout avec 1 an d'avance ces 6 premiers mois. Je fais les 6 premiers mois qui sont la meilleure saison de ma vie, sauf que en fait cette performance, elle vient de la fuite, elle vient de la colère, de la tristesse, de
quelque chose qui est très déséquilibré. Et du coup, au bout de 6 mois, je me blesse. Je peux plus plier le coude. Et j'en arrive à prendre la décision d'arrêter le tennis. Parce que t'étais en réaction, en fait. Ouais, j'étais carrément en réaction. Et ce qui est marrant, c'est que je deviens vraiment obsessif, je pense, en opposition à ma mère, que je juge à ce moment-là comme, disons, non responsable. Ouais, j'ai plein de jugements à ce moment-là pour ma mère. Est-ce que ces jugements en reviennent un peu à ce côté passif, tu vois? Ouais, carrément. Ouais, il y a passif, il y a passif et il y a surtout quelque chose qui est que moi, je grandis dans un monde où le maître mot, c'est la volonté, la maîtrise, le contrôle de soi. Et pour gagner. Pour gagner, effectivement. Mais du coup, l'alcoolisme, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre à ce moment-là. J'ai vraiment du mal à comprendre. Et ce qui est le plus compliqué à comprendre, c'est que ça, tous les matins pendant 5 ans, on va dire. Peut-être pas tous les matins, mais en tout cas, au moins 2 matins sur 3. Elle vient me voir en pleurant, en me disant écoute, je suis désolé, je te promets que c'est la dernière fois. Et ça, c'est un truc que, au début, je comprends pas. Je me dis comment elle peut me dire que c'est la dernière fois, alors que c'est pas la dernière fois et que ça continue tous les soirs de la même manière. Et je pense que c'est ça qui éveille cette quête en moi de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et c'est là que je commence à me passionner pour le cerveau, la compréhension de nous-mêmes, les addictions, comment on fonctionne. Et ça marque ma vie parce que du coup, ça donne une autre raison d'être à ma vie, qui était avant d'être le meilleur au tennis. Et à ce moment-là, ça donne une autre raison d'être qui est, j'ai quelque chose d'encore plus important à comprendre, qui est pourquoi il y a un tel décalage parfois entre ce qu'on dit et ce qu'on arrive réellement à faire, qui est encore ma quête aujourd'hui, 15 ans après. Et qui, je pense, le sera toute ma vie, d'aider les gens à reprendre le contrôle. Et en plus, en parallèle de ça, moi, dans mon obsession, je développe une forme d'obsession aussi sur la nourriture, puisqu'en arrêtant le tennis, j'ai un paradoxe qui est que mon gros soulagement, c'est que je vais enfin pouvoir manger ce que je veux, parce que ça fait 6-7 ans que je suis en restriction. Et de l'autre côté, j'ai une autre peur qui est que comme j'arrête le tennis, j'ai peur de prendre du poids. Et mon enfance, entre mes 9 ans et mes 11 ans, elle a été marquée par ça, par le fait que tous les entraîneurs me jugeaient trop gros. Pour un sportif, c'est sûr que j'étais rond, probablement un peu plus rond que les autres sportifs. Et donc, j'ai entendu ces messages, je pense, qui se sont stockés dans mon subconscient. Et donc, à 16 ans, je suis terrifié de prendre du poids et je perds 20 kilos. Donc, je descends à 55 kilos pour 1m80. Donc, je sais pas si t'imagines. C'est ce qu'on peut appeler l'anorexie ou... Ouais, clairement. Je suis clairement dans l'anorexie. Ça dure, disons, 2-3 ans. Et après, c'est, je tombe dans une forme de boulimie qui est où je peux me faire vomir jusqu'à 10 fois par jour, certains jours. Et je suis dans un déni à ce moment-là, mais je suis en train de vivre ce que j'ai tellement jugé chez ma mère. Et c'est le paradoxe que je peux comprendre aujourd'hui dans les leçons qu'on peut vivre, mais à ce moment-là, je le comprends pas et j'ai terriblement honte de ça. J'en parle à personne n'est au courant. Et donc, pareil, ça me pousse à continuer à comprendre pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, pourquoi est-ce que, pareil, je me dis que c'est la dernière fois que je fais ça, parce que dans l'anorexie, il y a quelque chose dans la boulimie, il y a quelque chose que j'ai pu voir chez tous les gens qui sont boulimiques et chez moi-même, c'est que la première fois que tu te fais vomir, tu as l'impression d'avoir découvert quelque chose que les autres ont pas compris et qui est un truc extraordinaire. C'est-à-dire que tu as trouvé un moyen de... Comme dans la spiritualité, d'ailleurs. T'as trouvé un moyen de manger que les autres ont pas compris et tu peux manger autant que tu veux et tu grossiras jamais. Sauf que 6 mois après, tu te rends compte qu'en fait, tu peux plus faire marche arrière. Et là, t'en vient une sorte de descente aux enfers où tu as vraiment l'impression de perdre complètement le contrôle de toi.
Et ça, c'est la deuxième chose qui éveillera cette quête de comprendre et ouais, de comprendre pourquoi j'ai un tel décalage entre ce que je me dis que je vais faire et ce que je fais réellement. Et en parallèle de ça, je vis des études de finance qui n'ont aucun sens pour moi. Je fais mes études, je rentre, je mange, je me fais vomir, je mange, je me fais vomir, ça m'occupe. En parallèle de la finance, c'est pas mal aussi. Ouais, et puis tu sais, avec le recul, j'ai compris aussi que quand ta vie te nourrit pas, essaie définitivement de trouver quelque chose qui a du goût et qui puisse enfin te nourrir. Ce que j'ai sûrement essayé 7 ou 8 ans avec la nourriture que j'ai pas trouvé. Et pendant tout ce temps-là, je cherche des solutions en lisant, en essayant des formations, des machins, de l'hypnose, plein de trucs. Rien ne marche. Certaines choses marchent une journée, 2 jours, mais à chaque fois, je reviens au même point. Et il y a un changement qui sera majeur dans ma vie, c'est à 23 ans quand je suis en train de finir mes études, donc je suis en stage de fin d'études. Et il y a un avantage quand tu es obsédé par la nourriture, c'est qu'en général, tu développes un talent là-dedans. Donc, je suis passionné de cuisine et de pâtisserie. J'ai notamment un blog sur la cuisine et la pâtisserie. Tu l'as toujours? Non, j'ai arrêté. Je crois que tu dis j'ai un blog. Ouais. À ce moment-là, ouais. T'as un blog à ce moment-là, ouais. Ouais, à ce moment-là, j'ai un blog que j'ai commencé à mes 17-18 ans. Et à 22 ans, j'ai ce blog qui fait des dizaines de milliers de visites par mois. Et pendant mon stage de fin d'études, je reçois un mail d'une société de production japonaise. Il me dit, on a vu votre blog, on cherche un Français pour venir sur une émission japonaise dans laquelle pendant 1 mois, il va faire le tour du Japon et il va pouvoir aller découvrir tous les plus grands chefs japonais. Et moi, je me dis, waouh, trop bien. Du coup, j'y vais. Je décide d'y aller. C'est 2 jours avant la fin de mon stage de fin d'études. Je vais voir mon manager. Je lui dis, est-ce que je peux partir? Il me dit, oui, pas de problème. Je pars au Japon. Et là, la première personne que je rencontre, c'est un producteur de riz. C'est le meilleur producteur de riz du Japon. Et je le vois faire ce qu'il fait avec une telle passion. Vraiment quelque chose, tu vois, d'un tel niveau de présence, d'engagement, de passion qui me touche profondément. Et le soir, il nous invite chez lui. Et là, je lui demande pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Et à ce moment-là, il me répond, parce que pour moi, c'est une mission. Et ce moment, il est bouleversant pour moi parce que je vois à quel point il est touché et à quel point c'est une évidence pour lui de me répondre ça et à quel point il est en train de faire ce qu'il aime le plus dans sa vie. Et moi, au même moment, je me dis, c'est quoi ma mission? Et j'ai aucune réponse à cette question. Par contre, je sais une chose, c'est que c'est clairement pas de rentrer en France pour travailler dans la finance. Donc, je rentre le soir à l'auberge et j'envoie un mail à la banque chez qui je devais travailler en rentrant. Et je leur dis, en fait, je prendrai pas votre CDI. Et pour moi, ça, c'est vraiment un tournant dans ma vie puisque je sais pas ce que je vais faire, mais je sais ce que je veux pas faire. Et c'est comme si à ce moment-là, je prenais la décision de me choisir et de me dire, en fait, je sais pas, mais je m'en fous que je sache pas. Je vais au moins me faire le cadeau de chercher. Oui, parce que tu sais pas, mais en fait, tu sais qu'il y a quand même autre chose. Ouais, voilà. Il y a une espèce de quête qui est là. Effectivement, je sais qu'il y a autre chose. Et il y a aussi je sais pas si c'est un hasard ou quoi, mais en tout cas, quelque chose à ce moment-là qui avait éveillé ça, c'est que dans l'avion pour le Japon, je tombe sur un livre de Nicolas Proupin qui s'appelle Devenez ce que vous êtes. Je lis ce livre dans l'avion et il raconte son histoire au début. Et son histoire, c'est il était sportif de haut niveau, il s'est blessé, il s'est retrouvé dans un master de mathématiques appliquées qui est le même master que j'ai fait. Et il s'est rendu compte qu'il aimait pas sa vie et qu'il avait plein de symptômes, de choses qui allaient pas. Et il arrive avec cette phrase qui est toute structure qui suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et pour moi, cette phrase à ce moment-là, c'est comme une révélation de, OK, voilà pourquoi je m'autodétruis depuis tant d'années. Voilà pourquoi je m'autodétruis depuis que j'ai arrêté le tennis. Parce que juste, je suis pas en train de suivre une raison d'être, en fait. Je suis pas en train de suivre ma raison d'être. Je suis juste en train de vivre une vie qui a pas de sens pour moi. Et donc là, c'est comme une renaissance, une nouvelle vie à ce moment-là. C'est comme une renaissance et une nouvelle vie à ce moment-là. Je finis ce voyage au Japon et je commence à
me demander qu'est-ce que j'ai envie, je trouve un premier job qui est pas le truc le plus incroyable, mais au moins je fais ce que j'aime. Je suis attaché, je travaille dans les relations presse, dans la cuisine et la pâtisserie. 3 mois après, je tombe sur des trucs à propos du business en ligne qui te disent que tu peux vivre de ton blog. J'achète une première formation. Donc là, on est en quelle année à peu près? Là, on est en 2015. Ouais, 2016. c'est les débuts aussi de l'infoprenariat et tout ça. Ouais, 2016. 2016, effectivement. Enfin, les débuts en France, en tout cas. Ouais. Et là, du coup, j'achète une formation et j'applique tout ce qu'on me dit. Et un mois après, comme j'ai déjà une audience, en fait, j'ai déjà une audience depuis des années, mais je savais même pas qu'on pouvait en vivre. Et je lance une première formation sur la pâtisserie à ce moment-là, et je fais 7 000 € en 4 jours. Et là, je comprends qu'en fait, je peux vraiment vivre une autre vie et je peux monétiser ce que j'ai envie de monétiser. Et en parallèle, je fais une école de coaching parce que à la base, je crois que j'ai avant tout envie de me comprendre, comme je pense beaucoup de coachs dans le fond. Fameuse quête de soi. Ouais, c'est ça. Je fais une école de coaching et c'est là où je rencontre Pierre d'ailleurs, qu'on a en commun. Oui, qui est l'épisode 4 du podcast. Ouais. je rencontre Pierre à ce moment-là. Quelques mois plus tard, je fais mes premières conférences sur la confiance en soi, des trucs comme ça. Je me fous un peu de combien il y a de personnes. Ce que je sais, c'est que j'ai envie d'apprendre à parler en public. J'ai toujours été ultra timide, eu peur de parler aux gens, tout ça. Mais par contre, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette vision je veux faire des conférences et inspirer des millions de personnes. Ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai cette vision-là, alors que je vis chez ma mère, j'ai des crises de boulimie, j'ai pas vraiment une situation stable, j'ai 23 ans, j'ai jamais eu de relation amoureuse. Tu vis l'opposé de ta vision, en fait. Je vis l'opposé de ma vision. Je suis au fond du trou dans tous les domaines de ma vie. Pour autant, cette vision, elle est trop limpide. Enfin, elle est limpide et je dois y aller. Et donc, je commence à organiser des conférences. Il y a 5 personnes. Puis, il y en a une sur laquelle il y a 2 personnes. Puis, il y en a une sur laquelle il y a 7 personnes. Puis, je loue, tu vois, des salles à Paris. Je gagne pas d'argent. J'en perds même, mais j'ai envie de continuer. Je continue. En parallèle, j'ai gagné un peu d'argent avec la pâtisserie. Au bout d'un moment, je me dis, OK, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai appris sur moi, sur tout ça. Mais je vois bien que c'est pas très stratégique d'arriver avec un message qui est vague et qui s'adresse à tout le monde. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il y a d'unique dans mon histoire? Et c'est là où je crée Mental d'Acier, qui était un site internet, un blog, mais qui accompagnait les sportifs de haut niveau dans leur préparation mentale. Mais parce qu'il y a peut-être une étape que tu nous as pas dite. Ouais. Ça arrive parce que dans ton dernier podcast là, dans lequel tu annonces, bon sans spoiler, mais dans lequel tu annonces la fin de nos lipides d'impact, tu dis, ça fait longtemps que je connais mon pourquoi. En gros, qui est d'être un exemple d'amour et de gratitude pour les autres. Ouais. Mais j'ai aussi compris à un moment donné, et je voudrais juste que tu nous dises quel est ce moment donné par rapport à là où tu en es de ton récit, mais à un moment donné, je comprends que pour être écouté, pour avoir de l'influence, il faut avoir de l'argent. Donc d'abord, il faut que j'ai de l'argent avant que après les gens pourront m'écouter. Donc ça arrive à quel moment en fait? C'est-à-dire que quand tu fais Mental d'Acier, etc. Ouais. Ça arrive à ce moment-là. Ok. Je vois très bien le moment où je suis à ce moment-là. Je suis à Nantes, donc ça doit faire 4-5 mois que j'ai lancé Mental d'Acier. Ok. Voilà, donc à ce moment-là, effectivement, je me rends compte, à tort ou pas, d'ailleurs, je sais pas, mais en tout cas à ce moment-là, je m'ancre l'idée que si je veux pouvoir inspirer des millions de personnes, si je veux pouvoir toucher énormément de gens, il faut que j'ai de l'argent et il faut que je sois reconnu dans ce monde.
pour qu'on m'écoute. Bon, c'est pas complètement vrai avec le recul, Mm. mais je pense qu'il y a une forme de sagesse quand même là-dedans. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ce que ça m'a permis, c'est de reconnaître ma valeur, Oui, c'est ça. d'atteindre tous ces objectifs. Ouais. Donc, probablement que si tu es capable de complètement reconnaître ta valeur, t'as peut-être pas besoin de passer par ce chemin. Maintenant, je vois aussi qu'aujourd'hui, d'avoir eu ce chemin entrepreneurial avec du succès, toutes ces choses-là, ça m'ouvre des portes chez des gens chez qui j'ouvrirais peut-être pas ces portes si j'étais un hippie qui vivait avec 700 € par mois. Voilà. Donc ça t'ouvre les portes de quoi? Des gens qui ont de l'impact? Effectivement. Qui ont une influence? Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc à ce moment-là, je me dis ça et je me dis donc j'apprends le business en ligne, j'apprends de plus en plus le marketing. Mental d'acier, je l'amène du coup à 10 000 € par mois au bout de 7-8 mois. Mais je sais aussi que c'est comme si ce marché il était trop petit pour que j'aille chercher plus loin. Et donc, pour moi, la prochaine étape, c'est, je vois qu'il y a un beaucoup plus gros marché sur apprendre aux gens à faire ce que j'ai fait avec Mental d'acier. C'est-à-dire que prendre ton expertise, ton talent et arriver à 10 000 € par mois. Avec le recul, est-ce que c'était le marché qui était trop petit ou est-ce que c'était toi qui te sentais restreint? Les deux. Un peu des deux. J'aurais probablement pu faire plus, mais c'était pas ma mission hein, des sportifs de haut niveau. Ouais, c'était plus une opportunité parce que un an plus tôt, je vois que si je parle à tout le monde, ça m'intéresse pas et je me demande ok, qu'est-ce qu'il y a dans mon histoire qui peut me rendre unique sur un marché, et c'est le marché du tennis et du sport de haut niveau. Voilà. Mais effectivement, probablement que j'aurais pu aller plus loin avec ça, mais c'est bon, j'avais eu l'opportunité que je voulais, qui était m'amener à me donner une légitimité pour enseigner le business, parce que le business, c'est quelque chose que j'adore, tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé à apprendre le marketing et la vente à travers la pâtisserie, à travers le blog de pâtisserie, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné. Et à cette époque-là, je me dis, j'adorerais retransmettre tout ça, mais comme j'avais pas fait d'argent sur Internet, je voulais pas être un de ces formateurs ou coachs qui te dit voilà comment faire de l'argent, et la seule manière dont il a fait de l'argent, c'est en t'apprenant à faire de l'argent. Carrément. Ah, ça me fait plaisir que tu dises ça. Voilà. Ouais. Donc, c'était un moyen pour moi de m'acheter ma légitimité, tu vois. De réaliser ce projet et de l'amener là où je l'ai amené. Et après, du coup, là, j'ai lancé No Limit Impact, enfin, Leader de ton marché. À cette époque, ça s'appelait Leader de ton marché en 2018. Et là, clairement, je dirais que je me suis un peu perdu. Ouais, je dirais que je me suis un peu perdu. Je vois les moments où je me perds. Et je pense que je me laisse influencer par des coachs et des mentors qui arrivent à réveiller en moi le compétiteur blessé. Donc tu repars dans un espace de manque, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, ce compétiteur blessé, il a de l'expérience dans la compétition. Donc, il est doué là-dedans. Et ça m'amène à... Parce que très vite, j'arrive à gagner beaucoup d'argent. Et je me souviens qu'à cette époque-là, je lance ça en janvier 2018. Et en janvier 2019, je fais... décembre 2000, donc même pas un an après, je fais un mois à 300 000. Le mois d'après, je fais 400 000. Donc, on n'est même pas sur des lancements. On est vraiment sur des mois à 300, 400 000. Un an après seulement. Et ce qui est marrant, c'est que si je regarde cette première année, en 2018, elle est très excitante pour moi parce que ça vient, j'apprends plein de choses, je suis obligé de développer plein de choses. Ouais, c'est nourrissant. Je sais pas si c'est nourrissant
du bon espace. En tout cas, vraiment, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment nourrissant pour moi. C'est un jeu, je kiffe, je m'amuse, j'apprends plein de choses. C'est cool. C'est une façon de te nourrir. Ouais, c'est une façon de me nourrir. Franchement, c'est cool. Par contre, ce qui se passe, c'est après... En fait, cette année, elle était cool. Même l'année qui a suivi, elle était cool parce que j'ai appris à recruter, structurer une équipe, tout ce qui allait avec. Tu deviens chef d'entreprise, en fait, c'est ça? Ouais, effectivement. J'apprends à être chef d'entreprise. Et j'aime apprendre, tu vois, j'ai besoin d'être nourri intellectuellement et tout. Donc, clairement, ça nourrit tout ça. Par contre, en 2020, du coup, je me retrouve fin 2019, début 2020. C'est là où je commence à voir, ok, en fait, c'est cool, j'ai appris ça, mais j'ai vraiment des phases j'ai vraiment des phases à ce moment-là où je me dis, en fait, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Je vois que je suis un peu, ça, je le vois avec le recul, hein. C'était pas aussi limpide sur le moment, mais je vois que mon besoin de performance a pris le pas sur ce que j'avais vraiment envie de faire et la vision. Quand je dis ça, c'est que je pense que quand je lance Leader de ton marché, mon intention, elle est assez noble dans le sens où, pour moi, apprendre le business en ligne, ça part d'une expertise que je développe depuis 5 ans. Et j'ai vraiment l'impression que toutes les personnes qui veulent développer une activité sur Internet, ça part d'une passion. Et si je regarde, toutes mes activités sur Internet sont parties d'une passion, sont parties du sujet dont j'étais passionné. Et ensuite, je me suis demandé comment je le monétise. Et il y a un truc qui me déplaît vraiment à partir de 2020 et qui fait pas du tout sens pour moi, c'est de me rendre compte qu'en fait, j'accompagne plein de gens qui partent de comment je peux gagner de l'argent. Et pour moi, ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Vraiment, même aujourd'hui encore, hein, tu vois. Et ça me dégoûte un peu, en fait. Ça me dégoûte un peu. Je me dis, j'ai pas envie d'accompagner ces gens-là et que je pense pas que ça soit réellement possible d'être épanoui si ta première réflexion business, c'est comment je peux gagner de l'argent. Je pense que la manière de s'épanouir dans le business, c'est de partir de qu'est-ce que j'ai profondément envie de faire de ma vie. Et une fois que tu es clair là-dessus, te demander, OK, maintenant, comment je peux monétiser ma vision, mais pas l'inverse, en fait. Comment je crée une vision factice parce qu'il faut que je gagne de l'argent. Et donc, là, à partir de 2020, effectivement, j'ai des phases de up and down dans mon énergie, des phases de up and down dans mon énergie, dans mon envie, dans tout ça. Et il me faudra 2 ans et demi pour m'autoriser à reconnaître que ces phases de up and down, elles sont juste des feedbacks pour me dire que je suis pas au bon endroit. Est-ce que c'est une nouvelle initiation de l'amour? Je pense que ta question, elle peut être lue de 28 manières différentes, tu vois. Donc, je sais pas ce que tu veux dire par là. Ben, la façon dont toi tu la lis. En tout cas, ce que je crois, c'est que je sais pas répondre directement à ta question, mais ce que je crois, c'est qu'on a tous une raison d'être qui est singulière. Un destin qui est singulier quand on est connecté à son cœur et à son intuition. Et que dès lors qu'on s'écarte de ce destin, on va expérimenter des symptômes de mal-être, d'insatisfaction, de frustration, de tristesse. Et que, à ce moment-là, durant ces 2 années, j'ai expérimenté beaucoup de ces symptômes pour me forcer à voir qu'il y avait un autre chemin possible pour moi. Donc, peut-être que c'est une initiation de l'amour. Oui, c'est comme cette époque d'anorexie, de boulimie. Ouais, tu te clairement. nourris, mais où tu nourris le manque finalement. Ouais.
tu te remplis, tu te vides et où tu parlais de guérison. Et finalement là, c'est aussi une autre phase de guérison. Après une période où tu t'es nourri, mais où tu t'es rendu compte que finalement tu te nourrissais par un manque. Ouais, carrément. Et tu sais, c'est marrant que tu rementionnes cette partie parce que pour moi, effectivement, cette phrase, toute structure qui suit pas sa raison d'être, elle signifie énormément pour moi. Ouais. Et je l'ai compris à un niveau individuel lorsque à mes 23 ans, lorsque j'ai regardé en arrière ces années de boulimie et j'ai compris à quel point cette phrase s'appliquait à mes différentes années. Mais je l'ai compris là, du coup, l'année dernière, à quel point cette phrase s'appliquait aussi à une structure et à un groupe. Et un système, en fait. Ouais, et à un système, effectivement. Et donc ouais, à ce moment-là, je détruis l'entreprise parce qu'elle suit plus sa raison d'être de base. Donc ça, c'est 2020. Enfin, c'est aussi. Alors, t'es où dans le monde à ce moment-là? Parce que c'est justement, le début du Covid et tout ça. Je crois que mon stabilité à ce moment-là sur ce que je veux se traduit dans ma zone géographique puisque je dois alors en 2020 je déménage à Malte, finalement mi-2020 je vais passer 8 mois à Bali, après je reviens 2 mois en France, puis je repars à Dubaï pendant 6 mois, puis je reviens en France, mais si je compte j'ai dû déménager 40 fois en 3 ans. Et 40 fois, c'est pas un chiffre sorti du chapeau. Ça doit être très proche de la réalité. Je n'ai pas compté, mais là, en regardant rapidement, c'est 40 fois à peu près. Je vis en Airbnb pendant 3 ans. Ouais, donc on va dire, t'es nomade. Ouais, exactement. T'es digital nomade, entre guillemets. Ouais. Ok. Et à chaque fois, est-ce que chaque lieu vient apporter quelque chose, vient te nourrir d'une façon ou d'une autre? Te nourrir ou te dépouiller d'ailleurs? Ouais, plutôt alors Malte me dépouillait, clairement. Je vois à quel point en arrivant là-bas, je me sens vide et à quel point ça caractérise mon état de conscience du moment qui est on va prioriser l'argent avant ton bien-être, qui est la raison pour laquelle je suis à Malte. C'est pas pour le paysage, c'est pour la fiscalité, peu importe comment je me sens. Derrière Bali, c'est comme une bouffée d'air, puisque à la base je dois y partir 3 semaines, mais il y a le confinement et je me retrouve bloqué là-bas, donc j'y reste 8 mois. Après, je reviens en France et revenir en France 2 mois, j'ai le sentiment de revivre. Je me sens vraiment revivre en revenant en France. Ce qui est marrant, c'est qu'en revenant en France, c'est 2-3 mois où le business fonctionne plus et où j'ai envie de tout arrêter. Finalement, je repars à Dubaï parce que ma compagne de l'époque veut pas du confinement et du coup elle me dit moi je veux pas de ce truc, viens on va à Dubaï. Elle va à Dubaï, elle me dit de toute façon j'irai à Dubaï quoi qu'il arrive. Moi je dis ok, suivons là. Je vais à Dubaï. Ça me plaît pas du tout, ça m'avait pas du tout plu. Oui, c'est ce que t'as dit, vouloir gagner de l'argent et que ce soit ta première motivation, c'est sûr que c'est peut-être un des endroits dans le monde où c'est un peu ça, non? Ouais, carrément, effectivement. Et j'ai vu à quel point Dubaï m'avait fait augmenter mes désirs financiers, tu vois. Enfin, je voyais à quel point c'était une lutte de sentir que dans cet environnement, c'est comme si tu étais obligé de vouloir plus. Tu vois, je suis complètement d'accord avec les entrepreneurs qui te disent ouais, Dubaï, d'un coup tu penses plus grand et tout. Ouais, effectivement, mais est-ce que penser plus grand m'amène à penser plus juste pour moi? Je suis pas sûr. Donc, pour moi, c'est vraiment ce truc je vois tout le monde surexcité de Dubaï à ce moment-là, en mode c'est trop bien, on pense plus grand, et moi j'ai l'impression que bon. Ouais, voilà. Bon, Dubaï c'est quand même une aberration écologique, hein, donc on pense plus grand, mais au détriment de l'intégrité de la planète. Ah si tu connais un peu la spirale dynamique, je pense que Dubaï c'est le orange, c'est l'apogée du orange, quoi. Ouais, de Ken Wilber, on l'a mentionné dans l'épisode avec Benoît de Bonne Gueule. Ok, ouais.
Ok, bah ouais, voilà. Donc Dubaï, c'est ça. Donc Dubaï, ça me rend pas très heureux. Et après, revenir en France, je me sens, ça me fait beaucoup de bien de revenir en France après Dubaï. Je reviens en France quelques mois. Tu reviens à Paris? Ouais, à Paris. Ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup Paris. Euh, Même si peu importe ce que les gens en disent, moi j'adore cette ville. Et puis il se passe quelques mois à Paris. Et puis on décide de se séparer avec mon ex. Et là, c'est comme bah ça me force à regarder qu'est-ce que j'ai vraiment envie en fait. Et d'un coup, plus rien ne m'attache à rien. J'ai plus d'appart, j'ai plus de compagne. C'est comme si j'avais plus. C'est comme si je pouvais lâcher le personnage en fait. Et quand ouais, c'est comme si je pouvais lâcher le personnage. Donc ça a lieu fin février 2022. Et le mois de mars est un mois intense puisque je dois avoir 14 jours de séminaire sur le mois de mars. T'es pas né au mois de mars d'ailleurs? Si. Ouais. Donc mars 2021, 2022, j'enchaîne les séminaires, ça va. Et entre fin mars et fin avril, là je suis incapable de travailler, j'ai un niveau de fatigue que j'ai jamais eu. Je dors mal la nuit. Le matin, quand je me lève, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me recoucher. Je fais des siestes toutes les après-midi et je suis complètement déconnecté de l'entreprise. De toute façon, ça commence à... En fait, c'est ce qui se passe aussi entre fin 2021 et là, ce mois de mars 2022. En fait, moi, j'envoie des messages qui sont complètement contradictoires avec ce que l'entreprise défend. C'est-à-dire que notre chiffre d'affaires, il dépend des pubs, de tout ça, de ce que produit David à ce moment-là. Et moi, sur mes réseaux sociaux, bah, en gros, j'envoie le message que les gars, c'est de la merde de vouloir de vouloir gagner de l'argent et qu'il y a autre chose. Sauf que et l'entreprise s'appelle No Limit Impact. Oui, il y a ça, mais il y a surtout que toutes les pubs et tout ça, c'est ma tête, tu vois. Donc, c'est un peu bizarre d'avoir des messages complètement contradictoires. Et à ce moment-là, je me vois sur les pubs et tout, et ça me dégoûte, tu vois. Ça me dégoûte, et à ce moment-là, je commence aussi à me dissocier complètement de l'entreprise. Quand on parle de No Limit Impact, je dis ouais, eux, tu vois. C'est plus nous, c'est eux. C'est eux, quoi. Et je commence vraiment à dissocier complètement de ça, de plus en plus, au point même que je raconte des trucs. On est en janvier, je fais une journée de tournage et à la fin, je raconte à quel point c'était douloureux pour moi de scripter de tourner les prochaines pubs. Tout ça. T'as quoi? T'as un sentiment de trahison envers toi? Non, c'est pas la trahison, c'est... Putain, mais les gars, attends, c'est quoi le sentiment? C'est... Du désolement, de la tristesse. Ouais. C'est du désolement et de la tristesse que des messages aussi animaux soient ce qui marche le mieux. Parce que le script que je récite, c'est tous les leviers de peur possibles, quoi. Et c'est ça qui fait vendre. Et surtout, je vois le copywriter avec qui on travaille et le caméraman avec qui on travaille, qui sont là dans la pièce avec moi. Et je leur dis, mais en fait, je suis pas vraiment aligné avec ça. Il me fait, mais si, on va le refaire. Et il faut que tu mettes plus d'énergie dans le prochain. Et en fait, je vois à quel point il peut même pas comprendre ce que je lui raconte. Mais c'est même pas dans son champ, tu vois. Et sûrement qu'à ce moment-là, il y a aussi du dégoût de moi-même de pas être capable de dire stop, tu vois. Et de le faire quand même
peu importe les raisons pour lesquelles je me raconte que je le fais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai décalage entre là où j'ai envie d'être et là où je suis, et ce que j'ai envie de faire, et ce que j'ai envie de raconter, le message que j'ai envie de porter, et celui que je me sens obligé de porter à ce moment-là. Voilà. Et donc, fin avril 2022, je dis à David et à l'équipe d'ailleurs, je dis, écoutez les gars, continuez sans moi parce que là, je peux vraiment plus en fait. Je peux vraiment plus. J'ai besoin de temps pour moi. No Limit Impact, ça fait plus sens pour moi. Donc, est-ce que quelqu'un veut être En fait, tu voulais plus parler pour vendre. Ben, parler pour vendre ce qu'on vendait. Ouais. Que j'ai pas de problème à parler pour vendre, tu vois, si je crois dans ce que je vends. Ouais. Mais parler pour vendre ce qu'on vendait, non, effectivement, je veux plus. Je veux plus, ouais, je veux plus vendre ce qu'on vend. Je veux plus faire ce qu'on fait. Je veux plus, je veux plus avoir les produits ouais, je veux plus tout, quoi. Je veux plus de rien dans cette entreprise. La seule chose ouais, non, je veux plus de rien dans cette entreprise. Voilà. Et là, du coup, je prends un mois pour moi, en mai, sur lequel je fais rien, mais c'est quand même une renaissance. Je suis plus personne. Je suis plus, les 3 premiers jours où j'ai annoncé que j'étais plus le CEO de l'entreprise, c'est comme si je savais plus qui j'étais, mais je me sentais vivant à nouveau, quoi. Tu revenais au point zéro. Ouais, je reviens au point zéro, je reconnecte à la vie en moi, tu vois. Je me souviens de ce mois en mai ouais, qui me touche, tu vois, qui est juste, je vais me baigner tous les jours et je vais marcher et j'ai juste l'impression de vivre, tu vois, juste de vivre. Et c'est un mois qui est vraiment cool pour moi. D'ailleurs, c'est un mois où je tombe amoureux. Oui, et ouais, évidemment. et en juin, je pars ouais, parce que c'est ça aussi, c'est qu'après ma rupture avec mon ex en février, ce qui me rend le plus triste, c'est pas forcément la rupture, parce qu'il y a plein de choses dans la relation qui étaient pas incroyables. Par contre, comme dans toute rupture, c'est les fantasmes et les rêves qu'on avait ensemble, quoi. Et dans ces rêves, il y avait faire le tour du monde, des trucs comme ça. Et je me dis, mais en fait, j'ai pas envie d'attendre d'avoir besoin d'une femme pour réaliser mes rêves, quoi. Et donc 2-3 semaines après, je me dis, hey, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le monde? Et je m'organise du coup une retraite à Sydney. J'ai toujours rêvé d'aller en Australie, une retraite en Amazonie, au Pérou, et je m'organise un tour du monde en 32 jours, je crois. Je fais le tour du globe en 32 jours. Bon, je fais pas tout. C'est rapide, hein? Ouais, c'est rapide. c'est effectivement, mais pour moi c'est symbolique, tu vois. Je fais un tour du monde. Désolé pour les écologistes. mais voilà, c'est important pour moi à ce moment-là. Et donc en juin, je voyage, je vais faire une retraite à Sydney. Derrière, je vais en Amazonie, dans la forêt, avec passer quelques nuits à dormir dans la forêt avec des chamans, des trucs comme ça. Et puis voilà. Et puis quand je rentre, David me dit que en fait, il veut pas trop de ce rôle de CEO. Donc je le reprends. Et j'arrête l'équipe de closing, j'arrête l'équipe de vente, j'arrête tous nos produits et j'essaie de relancer un produit à partir de là. Donc voilà. Tu simplifies, c'est ça? Je simplifie, je simplifie et j'enlève tout ce qui me dégoûte, quoi. Voilà, j'enlève tout ce qui me dégoûte et j'essaie de recréer quelque chose. Sauf que ça se passe pas comme je l'attendais, dans le sens où moi j'essaie vraiment de recréer quelque chose avec le cœur, sauf que en fait quand t'as créé quelque chose sur une autre fréquence et que t'as vendu autre chose, que ce soit au client ou à l'équipe, en fait t'as 50% des clients et de l'équipe qui réagissent, tu vois, et qui t'en veulent, et c'est vraiment une période difficile pour moi parce que j'ai vraiment l'impression de faire les choses à partir du cœur à ce moment-là. Et pour autant, de l'autre côté, je me sens vraiment incompris, en fait. Ouais, je me sens terriblement incompris à ce moment-là.
Ça active toutes les peurs des gens parce que forcément, on supprime 70% de l'équipe, tu vois. Donc, tout le monde essaie de défendre sa place, machin. Moi, j'essaie de dealer avec tout ça. Et c'est assez compliqué. C'est vraiment assez Oui, puis à ce compliqué pour moment-là, moi. j'imagine que la perception des gens, c'est tout sauf le cœur de faire ça. Ouais, exactement. Pour eux, c'est les messages que j'entends à ce moment-là, c'est je dégage tout le monde pour faire plus de profit. Ah ouais, ouais. Tu vois. Ouais. Eh ouais. Voilà. Donc, c'est une période qui est assez difficile. Après, je vois aussi avec le recul que j'aurais probablement pu faire plein de choses différemment. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris pourquoi les boîtes payaient des consultants des millions pour la gestion de la transition et la gestion du changement. Mais bon, c'était la leçon dont j'avais besoin. Et juste là, parce que pour revenir sur la citation là du livre, tu sais. Toute structure qui se passe à Ouais, c'est ça, la raison d'être de la structure. Quelle est la raison d'être de nos limites impact à ce moment-là? Bah, je sais pas répondre. Je sais pas pourquoi je sais pas répondre, mais je sais pas répondre. On la laisse ouverte. Si, enfin, clairement. Ouais, ok, c'est bon. Le truc le plus vrai qui existe, pour honorer le nom de ton podcast, c'est de me rendre libre financièrement et de me créer l'autorité nécessaire pour aller à la prochaine étape de ma vie, tu vois. Pour avoir de l'influence, pour être écouté. Effectivement, clairement, c'est clairement ça. Ouais, c'est clairement ça. Donc, ouais, voilà. Donc c'est ça. Même si on peut raconter ce qu'on veut d'autre par-dessus, bah c'était ça la première mission. Et voilà. Et donc là, c'est un peu le chaos en septembre. C'est un peu le chaos en septembre. Et puis les mois qui suivent, c'est comme si moi, ça fait depuis juillet, août que j'ai recommencé beaucoup d'individuels. Je sens que je me nourris vraiment de ça. J'adore ça. Je suis inspiré par ça. Et ouais, c'est comme si j'arrive plus à. Il y a trop de. Il y a trop de d'héritage du passé, de comment on a fonctionné dans le Limit Impact pour continuer à pour refonctionner à partir de quelque chose de neuf. Donc en fait, il se passe quelques mois et on fait survivre le truc quelques mois. Et puis en janvier, finalement, avec David, on prend la décision d'arrêter. Voilà. Ouais. Et donc la raison d'être d'aujourd'hui, c'est quoi? Je dirais que c'est permettre aux gens de comprendre la perfection derrière tous leurs symptômes et d'accéder à de l'amour et de la gratitude pour ce qu'ils ont aujourd'hui pour créer à partir de cet espace. Voilà. C'est une expérience? Il y a quoi d'autre en fait? Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a. Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est une ouverture de conscience? C'est quoi que tu leur permets? Ouais, effectivement, je pense que je permets effectivement une expérience, je permets une ouverture de conscience et je permets aux gens de voir le monde comme ils l'ont jamais vu et de reconnaître comme s'il y avait un ordre divin qui guidait chacun de
leurs actions et de leur situation actuelle. Et je leur apprends à reconnaître ça et à apprécier cette perfection. Waouh. J'adore que tu exprimes cette notion d'ordre divin après être passé par, tu vois, le contrôle, la performance, la liberté financière. C'est tellement juste chacune de ces étapes. Ouais. Et tu vois, ce matin, j'animais une session avec mes clients sur, je crois que le titre, je sais plus, c'était un titre pour qu'ils viennent, quoi. C'était performance ou un truc comme ça. Et la conclusion, c'était, je crois que le plus gros moteur de performance sur le long terme, c'est la gratitude pour ce que tu as maintenant, en fait. Et peut-être pas sur 2 ans, peut-être pas sur 3 ans. Parce que, par exemple, là, j'ai un client qui est venu me voir récemment parce qu'il a eu une proposition de rachat à 50 millions. Très bien. Mais il vient me voir parce que il arrive pas à vivre sans drogue. Il arrive pas à vivre sans drogue. Il se couche à 5 heures du mat. Il se lève à midi. Il me dit, je sens bien que mon corps est un peu moins performant qu'il y a quelques années. Je dis, j'imagine, avec ce rythme de vie. Et il dit, j'aimerais que tu m'aides à améliorer mon hygiène de vie. Et je dis, ok, mais pourquoi est-ce que c'est si important d'aller poursuivre cet objectif? Il me dit, et il a refusé de vendre parce qu'il veut amener sa boîte en tant que comme une licorne, donc il la revendra pas tant qu'elle est pas à 1 milliard. Et en fait, on va explorer pourquoi il veut la revendre à 1 milliard. Et il me dit, c'est pour prouver à mon père que je suis pas un bon à rien. Et on travaille sur ces mémoires-là jusqu'au moment où il réalise, waouh, en fait, mon père, c'était sa manière de m'aimer. Et au moment où il réalise ça, il y a juste de l'amour pour son père. Et depuis qu'il a réalisé ça, il a plus besoin de drogue. Alors, peut-être que sans ce moteur, effectivement, ça va lui prendre peut-être un peu plus d'années d'amener sa boîte à devenir une licorne. Mais ce que je sais aussi, c'est que il sera pas détruit une fois que il en aura fait une licorne. Carrément. Et oui, on en revient encore à cette autorisation de recevoir l'amour. Ouais. Et d'où part l'intention, en fait. Ouais. D'où part l'intention? Pourquoi tu crées ta boîte? Est-ce que c'est par amour pour toi ou est-ce que c'est pour compenser un manque, comme tu le disais, ou une blessure ou je ne sais quoi? Oui, ou une faible estime de soi. Ouais. Et j'avais un mentor qui, dans la première formation de coaching que j'ai faite il y a 7 ou 8 ans, qui disait l'intention que tu poses au départ, tu la retrouveras toujours à l'arrivée. Et je pense qu'il y a 10 niveaux de compréhension de cette phrase, mais c'est une phrase qu'on peut garder, je pense, dans toutes nos créations. Oui, puis c'est un peu l'intention, c'est la raison d'être, en fait, de la structure que tu crées ou de la structure que tu es. Yes. Qu'est-ce que t'aimerais ajouter à cette conversation, Julien, pour que... D'ailleurs, je t'ai même pas demandé quelle était ton intention pour les auditeurs. Avec quoi t'aimerais qu'ils repartent? Je crois qu'on a tous des endroits dans notre vie où on essaie quand même de forcer et on essaie quand même de lutter face à des symptômes qui peuvent prendre la forme de douleur, de fatigue, de tension, de pensée, de discours, de manque d'énergie, de manque de clarté, peu importe les symptômes. Et je crois qu'on vit dans un monde qui nous encourage à passer au-delà de ces symptômes. Et moi, ce qui est profondément important pour moi de transmettre aujourd'hui, c'est que ces symptômes, ils ont une raison d'être et ils sont pas là pour être supprimés, mais pour être écoutés et pour s'ajuster à partir de ça. Et c'est ce que j'ai appris, c'est
15 dernières années et que je vais probablement encore apprendre pendant les 100 prochaines années. Mais je pense que ouais, c'est vraiment le message qui est fort, qui est important pour moi, c'est de voir à quel point tout ce qui existe a une raison d'être. Et si ça existe, c'est que c'est là pour nous apprendre quelque chose et que c'est pas à travers notre petite volonté d'humain qu'on va réussir à dépasser un ordre divin qui vient nous amener ces symptômes dans nos vies pour nous amener à comprendre ces choses-là. Et je pense qu'il vaut le coup de s'arrêter à certains moments et de se demander, tiens, qu'est-ce que ce symptôme? Qu'est-ce que ce truc que j'aimerais éliminer de ma vie est en fait en train de m'amener? Et ouais, c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. J'aime beaucoup. Et c'est la deuxième conversation que j'ai en 2 jours où on en vient à parler d'ordre divin. Merci Julien pour tout, pour ce que tu transmets. Et donc qu'est-ce qui te semblerait nécessaire, ou qu'est-ce que t'aimerais ajouter à cet espace pour qu'il te semble complet, ou pour que selon l'ordre divin il soit complet? Je pense qu'il l'est. Juste merci à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont encore là jusqu'à maintenant. J'ai juste 3 petites questions pour terminer, si c'est ok pour toi. Yes. Quelles sont tes intentions pour ces prochains mois, de façon à ce que on puisse les soutenir aussi dans l'énergie? La première, c'est de réussir à rester juste dans ma croissance, dans le sens où ça fait 6 mois que j'ai restructuré des fondations et là, je sens que je peux commencer en termes de business, je peux commencer à réappuyer un peu sur l'accélérateur dans l'acquisition et je vois à quel point j'ai à certains moments des reliquats du passé et des fonctionnements du passé. Ok, on va fixer cet objectif et on va faire x10 dans les 6 prochains mois. Donc, je dirais que mon objectif, c'est de réussir à rester juste dans ma croissance et pas retomber dans des objectifs de performance. Et je vois qu'il y a ces 2 parties en moi et d'arriver à me choisir dans ce projet. Comment tu sauras que tu resteras juste? Ah bah là, je suis un peu fatigué depuis 2 jours, donc je sais que je suis pas juste depuis 2 jours. Et je sens que j'ai pris une décision il y a 2 jours qui est pas juste. Donc, bon, je suis revenu dessus ce midi, mais comment je le saurais? Je pense pas que j'éviterais, mais c'est à quelle vitesse est-ce que je suis capable de m'en rendre compte, quoi. Ouais, de réajuster. Ouais, de réajuster. Donc, je crois que c'est mon principal objectif parce que je sais que au degré où je suis juste avec moi, je suis juste avec les autres, avec le marché, avec ce que tu veux, quoi. Donc, je crois que j'ai que cet objectif. Ok. Et qui aimerais-tu entendre dans ce podcast Vérité? Alec Henry et Max Piccinini. Merci. Ouais, j'ai envie de pouvoir les entendre dans ton espace à toi. Et enfin, ma dernière question, Julien. Avec quoi, toi, tu repars de cet espace? Bon, il y a un truc, c'est je suis obligé de le poser, mais j'ai envie de partir en week-end parce que j'ai vraiment envie d'être en week-end. Ah bah oui. On est vendredi, presque 16h. Ouais, et surtout, j'ai été en séminaire la semaine dernière, j'ai pas pris un week-end depuis pas mal de temps.
Voilà. Donc ça, c'est le premier. Je me sens fatigué. Où est-ce que tu vas? Si t'as envie de le partager. Près d'Annecy. Près d'Annecy, ok. Voilà. Enfin, ouais. Donc pas très loin. T'as pas Non, pas très loin, mais j'avais juste envie de passer un week-end à l'hôtel, tranquille, et de rien faire pendant 2 jours. Donc je repars avec ça. Je suis obligé de le poser. Et ensuite, j'ai beaucoup apprécié cette conversation parce que j'aime je trouve que t'incarnes bien le nom de ton podcast et il y a, je sais pas si c'est moi relativement à toi ou si tout le monde s'en sert avec toi, mais effectivement, j'ai la sensation qu'on est comme épié, c'est pas le mot, mais qu'on n'a pas trop le droit de raconter de la merde dans ton podcast, tu vois. Voilà. Donc, je ressors avec ça. Et est-ce que ça a été bénéfique pour toi d'être en vérité? Ou est-ce que c'était chiant, tu vois? Non. Moi, j'aime bien ça. Donc, non, c'était cool. Enfin, oui, j'aime ce genre de podcast, ouais. Merci, Julien. J'aime sortir d'un épisode et me dire, putain, j'ai eu quelqu'un en face qui m'a forcé à ne pas raconter ma sauce de d'habitude. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est toute l'intention de ce podcast. Donc, je suis très, très touchée que ce soit ta perception. Yes. Et moi, ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression que effectivement, il y a que la vérité qui puisse être exprimée, mais que ça semble facile en fait à chacun des invités. Parce que comment tu l'as vécu toi? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que ça t'a coûté? Non, c'est pas difficile. Non, ça m'a pas coûté, non. Non, c'était pas difficile, ça m'a pas coûté. Et toi, avec quoi tu repars? Moi, à chaque fois, je prends un shoot de vibration, d'amour et de conscience. Donc, ça me nourrit aussi pleinement. Ok. Et moi, en ce moment, je me dis, je ne pourrais faire que ça. Ces conversations, créer ces espaces, en fait. Voilà. Ok. Comment les gens peuvent connecter avec toi ou peut-être simplement t'envoyer leur témoignage, leur partage suite à cette conversation? Sur Instagram. Ok, donc je mettrai le lien de ton compte. Yes. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Merci, Ombline. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura ouvert de nouveaux champs des possibles, un nouveau niveau de conscience, de nouvelles idées, une nouvelle perception de votre posture d'entrepreneur pour la suite, l'avenir de votre entreprise. Si vous souhaitez contribuer au podcast, merci de partager, de diffuser simplement à 2 de vos contacts par WhatsApp ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également nous envoyer vos feedbacks, vos questions, vos idées, vos recommandations directement par email à ombeline@nous.ceo. Et puis, si vous sentez appelé à vous aligner à votre prochain niveau, à élever votre leadership, votre estime de soi, votre vision et l'envergure de la mission de votre entreprise, je serai très heureuse, très honorée de vous accompagner. Vous pouvez également soit passer par le site nous.ceo pour prendre rendez-vous ou directement par mail ombeline@nous.ceo. Je vous retrouve exceptionnellement dans 2 semaines. La semaine prochaine, nous faisons une pause dans le podcast Vérité. À très vite.